Le film est de 81. On vient de quitter l'époque. Comment s'appelle-t-il déjà? Le président qui avait démissionné là, en 74. Comment il s'appelle déjà? Je ne m'en souviens plus. Oui. Nixon, voilà. On vient de quitter la guerre du Vietnam. On refait semblant de revaloriser l'origine des États-Unis, Philadelphie, qui est quand même le lieu où a été bâtie la République américaine, le jour de l'indépendance Day, c'est-à-dire donc leur 14 juillet à eux. Tout ce qui est justement la représentation mythique de l'Amérique pour nous montrer une Amérique qui n'est plus du tout en phase avec ce mythe et au contraire en train de se déliter fondamentalement sur ses idéaux. Alors ça, c'est un autre aspect que j'ai un tout petit peu esquissé, mais qui mérite d'être travaillé aussi, puisque quand même le film, comme toujours chez De Palma, a quelque chose, enfin une volonté politique, et ici donc une démonstration une fois de plus, parce que on en a déjà parlé hier, pour De Palma, l'idée que l'Amérique, par sa représentation, par son système de représentation, en particulier le cinéma, est en train de perdre ce qui a fait sa force, ce qui a fait sa primauté dans le monde, son espèce d'éclat, et donc à vouloir truquer sur le vrai, à la fin, le vrai ne sert plus qu'à la chose la plus effrayante, c'est-à-dire un cri de vérité, donc un cri de mort et de vie par la même occasion, pour couvrir une image d'une tristesse ridicule absolue. C'est-à-dire une espèce de copie minable de Hitchcock. Voilà, donc c'est tout le sens du film. C'était en tous les cas un des aspects que je voulais montrer. Il y a d'autres aspects, parce que je répète, c'est d'Alboric, ne serait-ce que sur le jeu des doubles, etc. Aussi, par exemple, j'ai ouvert la lecture psychanalytique du film. Il est évident que le héros a quelque chose de l'ordre de l'éjaculation précoce qui est projetée évidemment par son double, c'est-à-dire par le marin. Et qu'il a un petit problème de pénétration. Donc, tout cela faisant partie du film. Alors, c'est vrai que la difficulté de Palma, c'est qu'il vous fait du cinéma spectaculaire tel que le commercial, que désire le commercial, et en réalité, il vous détruit le cinéma qu'il est en train de faire. Il vous le détruit, non pas de façon physique, au contraire, c'est admirablement imaginé, il a des idées de mise en scène absolument fabuleuses, mais ces idées de mise en scène fabuleuses révèlent qu'il y a une vérité du monde, on a déjà abordé hier à propos des Frères Lumière, c'est-à-dire de la vérité de la représentation du réel. Et ici, c'est la toute fin du film, lorsque le héros, d'un coup désespéré, reconnaît que le cri, enfin, le cri vrai, et couvre ou recouvre la chose la plus fausse. Voilà. Ça devient comment le cinéma, art de la vérité, ou qui devrait être l'art de la vérité, devient l'art absolu du mensonge, de la publicité, etc. Où en sommes-nous? C'est à peu près le sujet de tous les films de Palma. Justement, ce rouge et ce bleu sont les deux couleurs qui interviennent constamment dans le film, de façon très, un peu masquée quand même, ou quelquefois très apparente. Ça dépend, mais ça joue là-dessus. Ça joue sur les deux couleurs
qui pourraient être celles de l'Amérique dans sa force, alors qu'en réalité, elles sont complètement dénaturées de par le mensonge que l'on fait dans la représentation de ces couleurs. C'est pour ça que la chambre ne peut être... Enfin, c'est vrai que ça m'a frappé quand j'ai fait l'analyse. Pourquoi cette chambre d'hôtel est tapissée sur ces deux couleurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'expressivité même de ces deux couleurs qui montre le vrai discours secret du film. Ce qui est admirable chez De Palma, et c'est pour ça que je le considère comme un vrai grand cinéaste, c'est qu'il fait partie justement de ce qui appartient aux grands artistes, c'est-à-dire ce n'est pas le sujet, mettons, si on reste en dramaturgie, ce n'est pas le sujet de l'intrigue qui est le sujet. Le vrai sujet est dans l'écriture. C'est-à-dire, regardons comment est l'écriture. Et l'écriture, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, etc., c'est l'écriture qui fait le sens qui donne le sens profond. Après, bien sûr, les sujets secondaires ou les intrigues, tout ça, ça joue, bien sûr. Mais ce n'est pas... la plupart du temps, les critiques que vont s'appuyer sur, je reste toujours dans la dramaturgie ou la littérature, vont s'appuyer sur le sujet apparent, sur l'intrigue. Bon, et on a raison, bien sûr qu'il faut le faire. Mais l'intrigue n'est que secondaire par rapport au vrai sujet qui est justement l'expression la plus intime, la plus forte qu'un artiste met en évidence dans son écriture, pas sa forme. Alors, bien sûr, je sais que ça remémore le grand débat, le fond et la forme. Moi, je suis le partisan de le fond et, enfin, la forme et le fond, et EST, et non pas ET. Donc, mais la forme, ça peut en effet se discuter, ou en tout cas, ça a tellement été. C'est pour ça que je préfère dire l'écriture, parce que là, j'ai travaillé sur l'écriture. C'est pour ça que j'ai fait exprès les quatre premières séquences sur l'écriture de ces séquences. C'est pourquoi il y a le scriptline, etc., l'écran coupé en deux, etc. Enfin, pourquoi, comment c'est filmé la scène de l'accident, le micro comme une baguette de chef d'orchestre qui ouvre et qui dirige la scène, qui est une scène mentale et qui se donne comme une scène réelle, etc. Enfin bon, tout est fait sur l'écriture. Bon, j'avoue que j'étais très fier le jour lorsque j'ai découvert que le petit son qu'on entend au moment de la scène de l'accident, ça va être le même son que l'on entend du type qui tire sur sa montre pour pouvoir assassiner. On voit ce que c'est qu'un vrai cinéaste. C'est-à-dire que jamais les moyens d'expression sont secondaires. Ils sont au contraire fondamentaux et une écriture se doit de transmettre ça. C'est ça qui est passionnant. Alors, vous me posez la question sur le rouge et le bleu, c'est ça aussi. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est problème d'écriture. Et l'écriture dit le fond profond. Oui, pardon, je m'excuse. Oui, justement pour prolonger ce que vous venez de dire, on a la chance d'avoir vu deux films finalement, le film de De Palma, mais aussi votre film sur le film, le film Analyse. Et peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle écriture avez-vous employé, vous, pour parler de l'écriture de De Palma? C'est-à-dire en gros, quelle a été votre méthode dans ce film Analyse pour arriver à rendre compte du film de De Palma? Ben justement, ma méthode a été de pas faire l'analyse en tant qu'analyse, mais de regarder l'écriture en tant que telle. C'est pour ça que la première séquence, qui est la scène, donc séquence d'ouverture, comme ça, et qui est en réalité où est le spectateur, et on va le faire entrer dans l'écran. Voilà la première idée. Donc, c'est, si vous voulez, une sorte de démonstration
de démonstration de la réflexion de Palma par rapport à Hitchcock, puisque Hitchcock, j'en ai déjà parlé hier, fait rentrer le spectateur dans le spectacle, en forçant, façon de parler, ou en proposant au spectateur de se projeter dans dans sa représentation par le héros, donc le héros et le spectateur projeté sur l'écran. Et ici, ce que je trouve très, très intéressant, ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'on n'a plus besoin de quelqu'un, déjà de quelqu'un d'autre sur l'écran pour l'instant dans cette première séquence. On est ouvertement spectateur propulsé sur l'écran. Et c'est très, très sensible par l'espèce de couteau qui d'un seul coup apparaît et qui est absurde. C'est une image ridicule, d'une certaine façon. Mais d'emblée, le spectateur, il est là pour voir du crime. Bon, ben alors, il faut qu'il y ait l'arme du crime tout de suite, et il entre, et c'est le spectateur qui rentre et qui prend la place de la caméra, etc. Alors, il fallait que je le démontre. Et je le démontre simplement en le montrant. C'est pas compliqué. Il ne s'agit pas de faire l'inverse. Il ne s'agit pas de montrer pour démontrer. Il s'agit de démontrer sur ce qui est montré. Et à ce moment-là, en effet, c'est pour ça que j'ai commencé à faire les retours au début du film, et voir comment, peu à peu, ça se construit. Ça s'inscrit sur l'écran. Aussi, bon, j'aurais pu travailler encore plus sur le son, la musique, etc. Enfin, tous les éléments, tous les ingrédients, sur la différence de coloris. Les filles qui sont en train de danser sont dans une espèce de rouge un peu démoniaque, quand même, c'est l'enfer. Alors qu'à côté, la jeune fille pure et travailleuse, etc. Bon, je voulais insister, par exemple, sur quand elle entre dans la chambre des deux filles, la fille vertueuse, il y a juste à côté de la porte un crucifix, par exemple, il y a un tas de choses comme ça, un tas de détails parfaitement connotés qu'il faut savoir regarder. Et c'est pour proposer, je travaillais pour que le spectateur voit ce qu'il regarde et ce qu'il ne voit pas quand il le regarde. Et dans ce coup, voir, en fin de compte, réellement ce qu'il regarde. Et ce qu'il regarde, c'est ce qui est important, ce qui est le sens profond du film. Voilà ce qui m'intéressait. C'est pour ça que c'est un travail, en effet, de retour, oui, enfin, je dirais pas d'introspection, mais de prospection. Qu'est-ce qu'il a l'inverse d'intro, c'est non, prospection. Oui, de prospection, en fait. C'est une prospection sur l'image. Les images ont été construites comme ça. Pourquoi? Regardons et voyons, et tout. Et c'est dans ce sens-là, donc, ça m'amusait. Bon, sinon, j'aurais pu... Il y a tellement d'autres scènes qui sont passionnantes à travailler. C'est évident que, par exemple, sur la scène des... les scènes finales sur la fête d'indépendance, d'abord, outre que c'est très méchant sur la façon dont c'est filmé, c'est-à-dire vraiment cette espèce de carnaval, donc une espèce d'évalorisation de cette scène, de cette fête où on célèbre justement l'indépendance, la liberté, la cloche de la liberté, etc. Enfin, tous les mythes qui sont impliqués dans cette fête, sur tous les mythes fondamentaux américains qui sont d'un seul coup ridiculisés dans une sorte de carnaval grotesque où toutes ces valeurs ne sont plus que des espèces de mensonges sur lesquels on s'amuse, etc. Et il est évident que la voiture qui fonce là-dessus pour révéler la vérité, qu'est-ce que ça... Bon, là, j'aurais pu le travailler, je sais bien que j'y ai pensé. C'est lorsque la voiture, c'est absurde par ailleurs, c'est totalement invraisemblable, mais la voiture qui fonce sur la vitrine, et dans la vitrine, il y a le célèbre pendu, le héros
héros de la liberté américaine qui a été pendu par les Anglais, etc., qui est dans la vitrine et qui reste suspendu, et là encore qui fait partie des pendus du film, parce que le nombre de pendus dans le film sont quand même pas mal, et étranglés, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte comment un imaginaire se nourrit de lui-même et se répercute sur différents objets ou différentes phases. C'est ça qui m'a passionné, quoi. Alors, je n'avais qu'une demi-heure, je ne pouvais pas aller plus loin. Le film pourrait mériter 3 heures de travail sur 2 heures, c'est-à-dire avoir 1 heure de plus, mais quand même c'est trop. Non, mais c'est comme ça qu'il faut travailler, en fait. Il faut travailler sur réellement ce qui est là, ce que nous entendons et ce que nous voyons. Et de ne pas dériver justement sur, après, le discours intentionnel. Bon, d'évident que, par exemple, lorsque vous avez la deuxième séquence avec la télévision, et que lorsque, d'un seul coup, on arrive au Congrès et que la caméra regarde le sénateur, etc., qui, dans sa loge, vous avez une double référence. Vous avez la référence de l'assassinat de Lincoln, et évidemment la référence très importante dans le film de l'assassinat de Kennedy. Il est évident que là encore, j'aurais pu aussi travailler là-dessus, parce que ça fait partie du film. On a affaire à un jeune Américain qui veut devenir cinéaste pour rétablir la vérité, alors qu'en réalité, il n'est que dans une rêverie de désir d'être le héros, celui qui aurait été, s'il avait été là, aurait sauvé Kennedy, etc. C'est-à-dire, cette idée du héros américain dans sa représentation par le cinéma, l'idéal du héros américain dans le cinéma américain. Et d'un seul coup, ce héros américain, il rêverait d'être ce héros, et il est 0 par rapport à ce héros. Et à la fin du film, il est 0. C'est un film assez pessimiste. Hein, c'est pas... Et de toute façon, toute l'œuvre de Palma, il y a encore d'autres choses à dire. On en parlera peut-être dans d'autres films. J'aurais pu déjà un tout petit peu aborder hier dans Mission Impossible, c'est-à-dire que comment De Palma analyse de plus en plus l'importance de la machine, des machines, et en particulier de la machine informatique, comment de plus en plus ces machines nous dominent et font de l'humanité non plus des utilisateurs de ces machines, mais des utilisés par ces machines. Comment nous perdons peu à peu la vérité pour obéir aux systèmes qui sont mis en place par les machines, et en particulier les machines électroniques et les machines informatiques. C'est très intéressant. Donc le cinéma, qui est quand même un art de la machine, qui est un art, comme je disais hier, c'est après des milliers et des millions d'existence de l'humanité, c'est la première fois qu'un art prend la vie et montre la vie telle qu'elle est. Première fois. Avant, les arts reconstituaient la vie, ou la représentaient, mais ne l'avaient pas direct. Le cinéma permet de voir en direct la vie. Maintenant, c'est la machine qui le fait. Et qu'est-ce qui reste lorsque la vie est broyée par la machine? Moi, je trouve magnifique de pouvoir distraire le public en lui proposant comme des réflexions qui sont un peu importantes. Et c'est pour ça que j'aime énormément De Palma. Et son dernier film, Passion, c'est ça. Son avant-dernier film, qui est un film quasi presque expérimental, ça a été Redacted, et fait sur les différents modes dans la manière de filmer, à partir des caméras,
les caméras de surveillance, les caméras de 16 mm, etc. Comment se joue et comment une machine, caméra, modifie la vision et vous change la vision. Et Redacted est un film tout à fait passionnant de ce point de vue-là. C'est un grand... De Palma, c'est vraiment le grand cinéaste de la réflexion sur la machine cinéma, avec tout ce qu'elle implique. Et ce film-là en est une démonstration. Bon, on a encore un peu, encore 5 minutes. Oui, je m'excuse, j'en prie. Comment vous comprenez la scène où la caméra tourne et La scène laquelle? La caméra tourne autour du studio. Ah, c'est celle que j'ai prise, oui, d'accord. Et les bandes s'écoulent, là, enfin finissent par... comment vous la comprenez dans les deux sens, au sens strict? Elle dit exactement ce que je viens de dire, mais autrement. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez tous les éléments de la machine, c'est-à-dire la caméra elle-même, qui tourne sur elle-même, déjà. Bon. Vous avez tout ce qui est introduit dans une caméra, c'est-à-dire les pellicules, les sons, etc. Et tout ça exposé. Et ça tourne sur soi, et finalement, ça tourne, je dirais, inutilement. Comme si le corps même cinématographique se perd dans ce déplacement. Normalement, si vous filmez, vous arrêtez votre image, vous arrêtez, je veux dire que votre œil est arrêté par une image. Avoir fait cette séquence de ce tour sur soi de 3 fois à peu près, la caméra tourne, je crois, à peu près 2 fois et demi, 3 fois autour d'elle-même, c'est-à-dire en d'autres termes, elle sert à quoi? Elle n'est plus que machine qui enregistre un mouvement, et ce mouvement n'a aucune utilité. C'est complexe. Quand je cite au début la perpendiculaire à la ligne droite, et que je montre, en effet, il y a d'autres moments dans le film où la ligne droite, c'est le moment de l'action, c'est-à-dire que c'est reprendre tout le système hollywoodien sur l'importance de l'action, puisque le cinéma américain est fait sur l'action, et De Palma réfléchit sur cette action du cinéma américain. Bon, l'action, il le prend visuellement, cinématographiquement, dans son corps même, c'est-à-dire l'action ne peut se faire que dans la perspective, dans la perpendiculaire. Donc, c'est à la fin, la voiture, etc. Mais vous avez d'autres moments où, en effet, par exemple, le héros court dans une perpendiculaire, parce que l'action américaine, c'est-à-dire le cinéma américain, est fait sur une action qui, elle-même, réfléchit une idéologie du mythe américain, c'est-à-dire toute action, c'est action dramatique, c'est passé, présent, futur, je le dis souvent parce que c'est la base. Dans une dramaturgie, c'est un passé bloque un présent, en général c'est une mort ou un héritage, un truc comme ça. Donc un passé bloque le présent est en crise, et il faut sortir de cette crise en allant vers le futur qui ouvre de nouveau l'horizon, qui ouvre l'avenir, qui ouvre la vie, etc. Alors, par exemple, si vous prenez les tragédies grecques, c'est que vous pouvez pas atteindre le futur, donc le passé, présent, futur, vous ne pouvez pas atteindre le futur puisque le destin des dieux vous empêche d'avoir un futur. Donc, à ce moment-là, c'est la tragédie, etc. Amusez-vous à reprendre toute la dramaturgie. La dramaturgie, moi, personnellement, bon, je n'en suis pas sûr, mais j'aime imaginer que la dramaturgie a commencé lorsqu'il y a eu des héritages. C'est-à-dire que lorsque on est sorti, l'humanité est sortie du nomadisme,
et est devenu sédentaire. Et une fois qu'on est devenu sédentaire, on devient propriétaire. Une fois qu'on devient propriétaire, il y a un problème d'héritage à chaque fois. Bon. Et dans votre vie personnelle, vous avez vu qu'en général, les héritages, c'est toujours problème, source de drame. Bon, ou de comédie, comme on veut. Donc, ça, c'est la base même de la dramaturgie. Après, il y a une pensée de la dramaturgie selon les cultures. Alors, la culture américaine, met en valeur la réussite. Et la réussite doit être individuelle par rapport au groupe. Mais l'individu se doit de réussir. Bon, si se doit de réussir, donc l'individu doit passer à l'action et son action doit aller vers un futur heureux, happy end. Bon. Par exemple, ici, vous avez vu que le film, vous n'avez pas le happy end, puisque la femme est tuée. Normalement, dans un autre film américain, un film d'action américain, 10 ans ou 20 ans avant ce film, la fille aurait été sauvée. Happy end. Bon, là, le happy end, c'est justement non. Bon. Donc, il n'y a pas de futur dans ce film. Mais dans le cinéma américain, c'est fait sur le futur et sur la réussite. Et dans ce sens, De Palma nous montre justement des sociétés où, enfin, une société dans sa vérité qui n'est plus dans la réussite, mais qui continue à faire croire que c'est la réussite individuelle qui est le but absolu de la raison d'être américain. Et ça, repenser maintenant la politique en général, non pas de façon, je dirais, enfin, immédiate, enfin, je sais pas, immédiate, mais une pensée véritablement ouverte de la politique. Il est vrai que c'est le problème, la notion même de cette réussite de l'individu américain, ça pose quelques problèmes, et en plus, de plus en plus aujourd'hui, on sait bien que c'est un mensonge. Où est la réussite? Bon, si vous prenez les fortunes, par exemple, c'est évident qu'il n'y a plus de raison là, mais d'où viennent les fortunes et pourquoi les fortunes? Et d'un seul coup, la réussite, parce que vous êtes archi-milliardaire, est-ce que c'est une réussite? Bon, etc. Alors après, tout ça se repense et se repose. Et c'est magnifique de se servir de la dramaturgie pour ça. Mais je vous signale que je ne dis pas se servir de la dramaturgie. La dramaturgie, depuis qu'elle existe, depuis les Grecs, en tout cas, je ne parle pas, je ne connais pas assez s'il y en a eu qui ont précédé dans les pays asiatiques, par exemple, mais je ne pense pas, je pense que c'est à peu près les mêmes époques, il y a 3000 à 4000 ans. Quand les dramaturgies sont arrivées, elles ont simplement pris en compte l'évolution des sociétés, et en effet, à ce moment-là, elles ont été aussi réflexives de l'évolution, enfin, de chacune des sociétés, des cultures, des religions, etc. Regardez comment se jouent les religions. Par exemple, le futur, les religions sont prudentes. Les futurs, c'est de l'autre côté. Vous serez heureux à jamais, mais de l'autre côté, ne comptez pas sur nous pour être heureux sur Terre. Soyez heureux de l'autre côté. Voilà. Amusez-vous à réfléchir à tout ça, quoi. Amusant. C'est riche en même temps. Puisque la question avait été posée, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer comment sont travaillées les dramaturgies. Et je trouve que la dramaturgie de Palma, qui est la dramaturgie des grands cinéastes d'aujourd'hui, en particulier américains, je peux dire ses confrères, donc Coppola et Cimino, c'est-à-dire les trois de son âge, quoi, à peu près, sont tout à fait passionnantes, alors que de leur âge aussi, donc des gens de 70 ans aujourd'hui, à peu près, Spielberg et Luca, eux, sont dans l'ancienne mode. Ils y croient encore, à leur dramaturgie. Regardez un Spielberg, ça croit, c'est happy end, hein, Spielberg.
Ça ne peut pas être autre chose que Happy End. Alors que Coppola et Cimino et De Palma, le Happy End, ils y croient plus. Parce que c'est faux. C'est tout. Pour ça que je trouve la fin du film magnifique. La toute fin du film, c'est une quintessence du mélo américain et de la tragédie. C'est superbe. Bon, je crois qu'on va y aller, là, parce que on se retrouve tout à l'heure, pour de façon plus psychologique.